Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler Avatar 2. Nous allons parler de la sortie potentielle d'Abyss en 4K ou encore d'Arnold Schwarzenegger, puisque j'ai le grand plaisir d'interviewer un professionnel reconnu comme étant le spécialiste de James Cameron en France. Alors vous allez voir qu'on va avoir du scoop, du gros scoop. Ça va envoyer du lourd. À tout de suite. Allô ? Allô ? David Facriquian, bonjour. Allô, salut Sylvain. Tu vas bien ? Comment ça va ? Ça va, on bronze sous le soleil gris de Paris, c'est très sympa. Bah, ici aussi il fait gris dans le sud. Et avec des masques ça évite les coups de soleil sur le visage, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Alors David Facriquian, tu es l'auteur de ce superbe bouquin que je tiens entre les mains. James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste. Donc c'est déjà un livre que je vais conseiller à tout le monde, parce que c'est un super livre et c'est intéressant pour ceux qui veulent apprendre vraiment qui est le personnage James Cameron. Merci. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a permis justement de réaliser un tel livre ? Qu'est-ce qui t'a permis de devenir un tel spécialiste de Cameron ? Est-ce que tu l'as déjà rencontré ? Ouais, j'ai déjà rencontré, mais en fait c'est venu naturellement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment eu le coup de foudre sur Terminator, donc son premier et deuxième film. Ouais. Ça dépend de son humeur, voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il n'assume pas Piranha ? Pendant longtemps, oui, il cachait un peu Piranha 2. Comme je dis dans le livre, le film apparaissait ou disparaissait selon les biographies. En fait, dans les pressbooks, tu as toujours une petite bio rapide du cinéaste, des producteurs, etc., des acteurs. Et Terminator était ou n'était pas son premier film selon les films. Donc il avait du mal à assumer, quoi. Je me permets une toute petite parenthèse par rapport à Piranha 2. Est-ce que tu penses qu'on aura un jour l'occasion de voir sa version Director's Cut ? En Blu-ray, je pense pas, jamais à mon avis. C'est perdu dans l'histoire, parce que comme tu sais, en fait, la boîte qui avait distribué son film, donc sa version du film, qui était en Bassie, donc a été racheté, etc., etc. Et puis lui n'est pas intéressé, je pense, par montrer okay. Ce qui est vraiment son premier Director's Cut. Comme je dis dans le livre, puisqu'avec Piranha 2, en fait, il met vraiment en place tout ce qu'on va avoir par la suite. Ce qui est intéressant avec la différence entre Piranha 2 et Terminator, c'est vraiment en fait qu'on s'attendait pas du tout à avoir la claque qu'on a eue avec Terminator, parce que justement on avait vu Piranha 2, la version du producteur, donc celle qu'on a en Europe là en DVD, et qui existe en Blu-ray d'ailleurs là aux USA maintenant. Et donc on avait tous vu ça, on trouvait tous que c'était un film abyssal, sans jeu de mots. Et donc je me souviens très bien en fait dans Starfix, il y a pour la première fois dans les télégrammes a été imprimé le dossier de presse en pré-production, donc avant que le film soit tourné. Et en fait le télégramme était moqueur en disant voilà un film avec Schwarzenegger par le réalisateur de Piranha 2, aïe entre guillemets quoi. Et donc comme tout le monde en fait je m'attendais à que ça soit une merde, enfin il faut être clair quoi. Et tu sais, quand un réal fait un premier film pareil, en tout cas tel qu'il nous est apparu en France, je parle de Piranha 2, tu te dis bon le réal, enfin comme il y en avait des centaines à l'époque, tu dis ce réal va être complètement nul quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été séduit dès qu'on m'a annoncé le synopsis du film. Et que j'ai vu la première photo qui est Arnold avec son Uzi 9 mm dans le Tech Noir, dans la discothèque, et qui regarde de côté parce que le risque lui tire dessus. Quand j'ai vu la photo et j'ai vu le synopsis, donc un robot remonte le temps, il a l'apparence humaine, pour tuer la femme qui va infanter donc le sauveur de l'humanité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça a l'air super bien, quoi. Mais en fait, c'est pas possible que ça soit bien, puisque Piranha 2, quoi. Et ce que tous les cinéphiles disaient ça quoi. Et donc d'autant plus que quand j'ai vu le film, donc d'autant plus j'ai eu le choc. Et c'est un peu les contraires s'attirent si tu veux quoi. Tout à coup j'ai eu le coup de foudre là-dessus. Et là-dessus j'ai commencé à garder, à accumuler tous les articles que je trouvais sur James Cameron. En France il n'y avait pas grand-chose, mais aux USA il y avait eu 2 interviews, une dans Starlog, une dans Ciné Fantastique. D'ailleurs, qui a généré, celle dans Ciné Fantastique, comme j'ai dit dans le livre, qui a généré le procès qu'a intenté Harlan Ellison à James Cameron, soi-disant sur la paternité du scénario. Et voilà, comme je le décris dans le livre, en fait, les liens sont très ténus, si tu veux, entre les épisodes, l'épisode d'Harlan Ellison, Soldier,
de au-delà du réel. Et le film Terminator, qui est vraiment une création de James Cameron, même si évidemment il brasse plein d'idées, comme font tous les auteurs. Et il brasse plein de choses qui l'ont influencé, quoi. C'est des références, tout à fait. C'est la base c'est ce qu'a fait George Lucas, parce que Star Wars c'est Flash Gordon, donc il n'y a jamais eu de procès des auteurs de Flash Gordon. Bien sûr. C'est aussi d'ailleurs Fantastic Four aussi, puisque on a les 4 principaux, donc qui sont Chewbacca qui est la chose, Mister Fantastic qui est Han Solo, Johnny Storm donc la torche, c'est Luke Skywalker. Et t'as la femme invisible, donc c'est Princesse Leia. Donc en fait, même Kirby d'ailleurs qui connaissait Lucas n'a jamais fait de procès, parce que c'est des gens qui avaient une dignité, si tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, en fait, j'ai commencé à développer un gros attrait. J'étais un peu déçu par Rambo 2, parce que je m'attendais à un choc aussi fort que Terminator, parce qu'il l'avait écrit. Ouais, bien sûr. Et bon, on connaît l'histoire, je l'explique dans le livre, que son scénario a été très majoritairement réécrit par Stallone. Et que Stallone aujourd'hui regrette, il aurait préféré faire la version de Cameron. Et là-dessus, quand Alien s'est arrivé... Cameron, il a dû regretter, effectivement. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il a confié à Cameron quelques années après, je dis dans le livre aussi. Et ce qui est arrivé, c'est que quand est arrivé Aliens, pour moi, c'était calé. Pour moi, c'était un des grands cinéastes... qu'il allait falloir suivre sur la prochaine décennie ou les 2 prochaines décennies, et j'ai jamais eu tort depuis, voilà quoi. Et donc ce qui se passait, c'est que je m'y suis aussi attaché, parce que les fans, on le voit pas seulement du côté français comme je le raconte beaucoup dans le livre, mais aussi du côté américain, les fans de genre donc en fait n'ont pas accepté Cameron tout de suite. Ils trouvaient que c'était surfait, ils trouvaient que c'était trop violent, que c'était plein de trucs qui tiennent pas debout, et ils disaient qu'il n'y avait pas assez de psychologie des personnages. Tout ça parce que l'action était tellement forte au niveau du montage et de la bande son, bien sûr, et des mouvements de caméra, mouvements des personnages à l'intérieur du cadre, etc., que en fait littéralement voilà quoi. En fait, les gens faisaient pas attention au fait que derrière il y avait des personnages construits, il y avait un récit construit. Il y avait quelque chose de très noble qui était d'essayer de donner de l'épaisseur au film blockbuster. Et en quelque sorte, David, tu as eu une démarche de journaliste, mais en même temps de fan un petit peu. Oui, de fan complètement. Et c'était au point, pour te dire, je l'ai pas dit dans le livre, puisque le livre n'est pas sur moi, où je suis parti, quand j'ai appris que Aliens sortait en octobre 1986, et que le film sortait en juillet aux États-Unis, j'ai pris l'avion pour les États-Unis pour voir le film en 70 mm à New York sur Broadway la semaine de la sortie. Et je l'ai vu 2 fois, je suis resté 2 fois de suite, parce qu'à l'époque on pouvait rester dans la salle, et j'ai pas regretté. D'accord. Et du coup, tu me disais que tu as eu l'occasion de le rencontrer, c'était à quelle occasion ? Oui, je l'ai rencontré finalement au moment de la sortie de Titanic. D'accord. Et il était déjà passé en France à l'époque de Abyss, mais c'est les nuls en fait qui avaient eu la primeur de James Cameron. Comme tu sais, ils ont fait une fausse pub qui est très drôle sur les réalisateurs qui branlent rien sur les tournages. Et d'ailleurs, Cameron était à l'époque accompagné de Catherine Bigelow. dont j'étais grand fan instantanément aussi, en voyant forcément Near Dark, puisqu'il y avait les 3 acteurs. Je suis allé le voir parce qu'il y avait les 3 acteurs d'Aliens dedans. Et en fait, non, la rencontre m'a pas déçu du tout, parce que des fois on est très déçu quand on admire quelqu'un. Bien sûr. Bon, je l'admire pour son travail, particulièrement, quoi, son savoir-faire de scénariste, de producteur, de réalisateur, de monteur, etc., quoi. Mais en fait, je crois qu'il s'est rendu compte. J'ai posé la première question à l'interview, et tout de suite, alors qu'il était très sur ses gardes, parce que il venait de faire 2 interviews pour la télé française que j'ai vu, donc, puisque moi j'étais sur le côté au moment où il faisait ces interviews. Ils avaient Canal+, et puis je sais plus, TF1 ou France 2, et en fait les gars essayaient de se payer Cameron. Donc, comme je te dis, il y avait encore cette hostilité. Donc il était sur la défensive. Il y avait encore cette hostilité là. Et en fait, j'ai posé la première question, et tout de suite il a percuté que lui il a compris. Et à partir de là, c'est 40 minutes qui sont passées toutes seules. Et puis à la fin, je lui ai filé les SFX, etc. Et puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Voilà, je l'ai revu
Je l'ai revu une autre fois de visu par la suite. Et la dernière fois, en fait, que je vais parler, c'était via Skype. Alors moi, je te pose cette question parce que dans ton livre, il y a beaucoup d'anecdotes, en fait. Tu rentres vraiment dans la profondeur du personnage. C'est vraiment riche en termes d'informations. Et du coup, on se demande vraiment où est-ce que tu es allé piocher tout ça. Est-ce que tu t'es renseigné auprès de ses proches, auprès de ses producteurs? Dis-nous tout. En fait, c'est une combinaison de plusieurs choses. Toute la documentation que j'ai accumulée depuis donc 1984. Dans laquelle j'avais accès à des interviews, des reportages, etc., qui ne sont pas sur la toile, par exemple. Et j'ai évité, de toute façon, dans le livre, complètement de mettre ce qui était sur la toile ou ce qui était dans les making-of des DVD. Donc j'ai évité de tomber dans les choses que les gens savaient déjà ou les gens complètement. Enfin, personnellement, tu vois, j'ai l'intégrale de sa filmographie et j'ai appris énormément de choses avec ton livre. Alors il y a ça. L'autre truc, c'est que j'ai noué au fil des années un lien avec Van Ling, qui était l'assistant de Cameron pendant 10 ans. Donc jusqu'à avant Titanic. Donc à partir de Aliens, en fait, juste après Aliens. Et Van Ling, donc énormément, j'ai fait 2-3 grosses interviews de Van Ling au fil des décades. Et c'est un mec qui vraiment a été super généreux avec moi pour partager des infos, alors de la même manière, puisqu'en fait, donc évidemment, c'est pas un livre qui est juste nourri par ma documentation. De la même manière, j'ai un très bon contact avec Mark Goldblatt, le monteur donc qui a monté Terminator 2. Et en fait, c'est des gens qui complètement ouverts, qui répondent, qui me connaissant en fait. Donc voilà, dès que j'ai besoin de détails, etc., me répondent. Et de cette manière, j'ai pu générer pendant que j'écrivais le livre, puisque un peu j'ai contacté tout le monde. J'ai contacté Bill Paxton, j'ai contacté Don Shea de Cinefex, parce qu'en fait, Don Shea, peu de gens le savent. Don Shea était le biographe officiel de Cameron dans les années 80-90, et parce que Cameron lui faisait écrire en direct une biographie destinée à paraître dans les années 2000 ou plus tard. Et je sais pas ce qui s'est passé, ce livre n'est jamais sorti. Mais Don Shea donc a des heures d'interview vidéo avec Cameron. Et tu le vois d'ailleurs une partie dans les bonus de Aliens, les bonus qui étaient à l'époque du Laserdisc. En fait, donc c'est des trucs filmés en caméra i8 dans les années 80, et où Cameron se confiait beaucoup. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais pareil, donc Don Shea au début m'a dit je suis prêt à t'aider, et puis finalement m'a dit pioche ce que tu veux dans ce que j'ai fait. Et du moment qu'il a remercié, voilà quoi, il était très content quoi. Et puis un autre principal en fait, mais qui a un peu participé, c'est Schwarzenegger. Sachant que bon, Arnold, c'est quelqu'un qui est super occupé, donc c'est vraiment, j'ai demandé à avoir quelques citations qui sont glissées dans le livre. Sans que ça soit dit textuellement que c'est Arnold quoi. Du coup, t'as pris contact avec pas mal d'Américains, des acteurs, des producteurs, etc. Est-ce qu'ils ont un regard particulier sur le fait qu'un Français puisse s'intéresser à l'œuvre de Cameron? Non, non, c'est international. Pour eux, le cinéma, peu importe qui est écrit quoi. Je conseille moi les autres livres qui existent, parce qu'il y a quelques anecdotes que je n'ai pas pris qui sont dedans, mais qui sont des anecdotes connues. Mais s'il y en avait un que tu aimerais conseiller aux gens, ce serait lequel? Celui de Rebecca Keegan, en fait, de Futuriste. Parce que Rebecca l'a fait en collaboration avec Cameron, ce qui n'est pas le cas de Christopher Hurd, qui est un Canadien, d'ailleurs, comme Cameron, un journaliste canadien, et d'ailleurs qui se retrouve souvent dans des interviews télé américaines, qui sait se vendre. Et l'autre était Mark Shapiro, donc un mec qui avait suivi Cameron, puisqu'il était allé sur le tournage de Terminator 2, entre autres. Ouais. Et en fait, je crois que Cameron ne lui parle plus à cause de la bio. Ah d'accord. Ouais. Et oui, parce que Cameron n'aime pas trop, si tu veux, quand les gens... si c'est une bio comme la mienne, qui est assez positive, globalement, qui montre que c'est quelqu'un qui parfois peut partir en vrille, mais qui fait ça parce que c'est normal dans le cadre de la fabrication d'un film. Ma bio, contrairement à celle de Shapiro, ne cherche pas un peu à marcher sur Cameron, si tu veux, et à rabaisser. Ça l'iconise plus qu'autre chose, ton bouquin. Oui, tout à fait. Et je pense peut-être que je vais peut-être un peu trop loin dans l'iconisation, parce que c'est un récit en même temps, mais je trouve pas que c'est gênant. Derrière le mot icône, il n'y a pas que des qualités, c'est ça qui est fort, c'est que c'est un vrai personnage, et avec tout ce que ça engendre de qualités et de défauts. Et c'est ce qui est bien dans ton bouquin, c'est que justement on a vraiment toutes les facettes du personnage. Ça, c'est intéressant.
non, je suis d'accord, mais c'est vrai que en même temps, le bouquin raconte quelque chose. Le bouquin veut raconter le cinéma, donc à la limite, c'est presque un scénario de film, si tu veux. D'ailleurs, on m'a souvent dit que ça se lisait comme un film ou comme un roman policier. Il y a une volonté en fait de suivre quelqu'un qui part à l'aventure. Au travers d'une chronologie du temps, par exemple, déjà. Je vais te montrer, puisque je parle beaucoup, donc je vais boire un peu. Alors je vais te montrer la tasse que j'ai là, qui est une super tasse que tu reconnaîtras. C'est celle de Quaritch dans Avatar. D'accord. Voilà. Okay. Et moi c'est de l'eau, c'est pas du café, mais voilà quoi. En fait, à savoir que cette tasse, en fait, c'est les Français qui l'ont créée. Et ils ont eu la surprise de découvrir la tasse dans la scène finale de Avatar, quand Quaritch est dans le cockpit et bombarde les navires. Et les Français étaient très fiers et du coup leurs ventes sont montées en flèche. Oui, j'imagine. Complètement. C'est une anecdote que je trouve sympathique. Moi, j'aime quand il y a des accidents comme ça dans des films. Ouais, c'est rigolo. Comme le Kinalileh dans Casino Royale. Qui tout à coup était en rupture de stock partout parce que tout le monde voulait faire la recette du martini, du vodka martini de Bond. Oui. Alors David, on va parler de choses un peu moins gaies, on va parler de choses qui fâchent. Parce que j'aimerais t'évoquer notamment la sortie 4K qui est tant attendue de Abyss. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi qui connais un petit peu justement Cameron, qui connais un petit peu tout ce qui se passe autour, en plus tu es un spécialiste du support physique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si on est en droit d'attendre ou non une sortie 4K de Abyss, parce que les gens l'attendent de pied ferme. 4K ou même Blu-ray, même Blu-ray, on va dire même Blu-ray, on serait content. Dans le cas hypothétique où ça sortait, il y aurait les deux, de toute façon, il y aura un Blu-ray et 4K, j'imagine, puisque c'est remasterisé en 4K. On sait qu'il y a un master 4K qui existe. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que non, c'est qu'il faut oublier, c'est comme True Lies, faut oublier que ces films vont sortir un jour, ça fait trop longtemps en fait. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Tu te rends compte que tu es en train de décevoir plein de gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Oui, mais c'est une hypothèse, je peux pas prédire le futur, donc ça peut arriver, je peux être agréablement surpris. Alors qu'est-ce qui te permet de penser ça du coup? Mais je pense que non, parce qu'à rebours, regardons le passé, le master du DVD, le master du DVD de Abyss date de 1993. Ouais. T'imagines qu'on est presque à 30 ans. C'est-à-dire que c'est un master qui a 30 ans. Donc il y a un certain laisser-aller, je pense, de Cameron vis-à-vis de Abyss. C'est le cas de True Lies aussi, et ça l'intéresse pas. Non, moi je pense qu'en fait, Cameron a perdu de l'intérêt pour ses films, parce que c'est des films d'un autre âge. Et si tu regardes les films qu'il a sortis en Blu-ray, de sa filmographie, c'est des films qui sont assez signifiants culturellement, en fait, pour le grand public. C'est-à-dire que t'as Terminator, qui est quand même un film sélectionné pour être dans la librairie, dans la bibliothèque du Congrès. Comme tu sais, on sélectionne certains films, Star Wars, Terminator, etc. Donc là, on a une version 4K qui est juste en 2K, juste en Blu-ray, mais c'est un master 4K à la base. On a Aliens, qui est à l'intérieur d'une saga prestigieuse. C'est quand même Ridley Scott qui a lancé la série, et Fincher qui a réalisé le Alien 3 aussi. T'as Titanic, Titanic on sait ce que c'est, et t'as Terminator 2, pareil, qui est un film qui a marqué la postérité. Et je dirais que les deux films finalement qui ont eu moins de succès de Cameron, c'est Abyss et True Lies. Et tu vois, moi je suis pas surpris en fait qu'aucun effort n'est fait de sa part. Donc c'est pareil. Moi je suis un petit peu surpris parce que c'est quelqu'un qui a toujours parlé de technologie, qui a toujours mis en avant justement des éditions spéciales pour ses œuvres. Je suis un peu surpris, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, il était paru une photo justement d'une salle de mastering avec Abyss en 4K. Est-ce que c'est quelque chose qui est fiable? Oui, tout à fait. C'est le coloriste, donc l'étalonneur du film qu'il avait posté, et du coup il a dû supprimer tous les commentaires. Parce que si tu retournes, en fait, les gens se sont aperçus que tous les commentaires ont été supprimés. Et l'image reste. Ce qui se passe, c'est un peu spécial. Alors, bon, on peut rentrer, en fait, on est dans des on-dit, là. Je te dis pas que c'est la réalité, quoi. Mais en tout cas, des gens de Fox disent que vu la politique de Cameron aujourd'hui, donc je parle de l'idéologie politique qu'il a aujourd'hui, donc qui est très éco-warrior,
friendly et qui est plus poussé qu'avant. Alors qu'avant, c'était Jacka, il mettait les femmes en avant, si tu veux, dans ses films. Mais maintenant, il est vraiment, et tu le vois dans Terminator Dark Fate, donc qu'il a coécrit, où comme disait la fameuse bande-annonce, le fameux Honest Trailer, il disait on remplace Kyle Reese par une femme, on remplace Schwarzenegger par une femme, on remplace John Connor par une femme. Et en fait, le sentiment est, voilà, moi ce que j'ai entendu dire, le sentiment est c'est que Cameron est gêné par Abyss et True Lies, parce que c'est des films dans lesquels c'est l'homme, le mal qui sauve le monde. Et que c'est pas c'est pas une idéologie dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, quoi. Alors que tu regardes, c'est pas le cas de Terminator, par exemple, ni Terminator 2, puisque l'homme meurt, tu vois, de la même manière que dans Dark Fate d'ailleurs, où Schwarzenegger meurt pour. Mais en fait, c'est les femmes qui restent, derrière. Ouais, bien sûr. Et Abyss, c'est vrai, ce truc. Et moi, je me suis souvent posé la question sur Abyss, est-ce que le film n'aurait pas été mieux si les rôles étaient inversés? C'est-à-dire que si le rôle du mal était moins fort, et finalement si c'était elle, mais en fait peut-être les gens n'auraient pas cru qu'une femme. Et pourquoi mieux? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est mieux si c'est un homme ou une femme qui est le rôle principal? C'est l'idéologie dominante, en tout cas qu'on essaye de nous vendre, en tout cas dans les films d'aujourd'hui. Tu le vois, on fait Ghostbusters à la sauce féminine. On fait même Charlie's Angels à la sauce ultra féminine, alors que c'est déjà féministe. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Cameron il a véritablement changé en termes d'idéologie, ou est-ce que ça veut dire que simplement il essaie de se plier à l'ère du temps? Non, je pense que c'est une évolution. Après oui, effectivement, tu touches quelque chose qui est assez intéressant. C'est que je pense que Cameron s'est toujours nourri de l'ère du temps. Tu vois, il fait les films à gros bras au moment où les films à gros bras commencent à arriver. Tu vois dans les années 80. Et je pense que tu vois qu'il y a une évolution très rapide, et à ce sujet-là, Abyss est très intéressante. Et je le dis dans le livre d'ailleurs, c'est que après Aliens, il aurait pu dire je fais Terminator 2 tout de suite, je fais un autre film de SF tout de suite, et un film de SF d'action, je parle, quoi. Et finalement, en fait, non, il va pas du tout là où on l'attend. Il fait un film philosophique. C'est 2001 sous la mer, en gros, quoi. Parce qu'il essaye de faire Kubrick, si tu veux. Donc il essaye d'être un cinéaste plus sérieux, entre guillemets. Tu vois, Et je pense moi aussi qu'il y a peut-être un embarras vis-à-vis de True Lies, par exemple, qui réalise vraiment, qui est un film fun, drôle. Mais dans True Lies, de la même manière, on se moque quand même beaucoup des terroristes, et qui sont d'une certaine origine ethnique, et je pense qu'il est embarrassé par ça aussi. En tout cas, je l'ai entendu dire. Je l'ai entendu dire par des gens qui le connaissent. Et je parle pas de gens. Je parle pas de gens en fait qui ont participé à mon livre. Je parle par d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre à Fox ou autres, et qui tiennent à rester anonymes. Et ces gens qui le connaissent depuis les années 80 me disent qu'il y a eu un changement, et qu'eux sont assez déçus de ce côté-là. Voilà, et que ce hold-up, si tu veux, qu'il y a sur Abyss et True Lies, tu vas sur blu-ray.com, sur le Blu-ray Forum, et tu lis, je sais pas, il y a 800 pages, enfin c'est complètement hallucinant, il y a 800 pages sur True Lies et Abyss en Blu-ray. Et tu te rends compte que les gens disent maintenant, ils sont tous d'accord que en fait, pour eux, c'est de la faute à Cameron. C'est-à-dire que Cameron dit que c'est la faute à Fox, tout ça, ils se renvoient la balle. On les a en streaming, parfois sur Netflix. On a vu Abyss sur Netflix en France. Le True Lies passe à la télé, comme Abyss d'ailleurs, etc. Dans les versions 4K, même si elles commencent à dater maintenant. Mais en fait, je crois que c'est un trou dans les contrats qui fait que Fox peut dire, nous, on peut remasteriser comme on veut et sortir une version à la télé comme on veut. Là, vous n'avez pas le droit de regard dessus, en fait, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois, donc ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a, à Fox, ils lui ont fait un chantage en lui disant, par rapport à tous les autres films en HD qui passent à la télé, si ton film Abyss passe en SD avec ses effets spéciaux qui sont en basse définition, si tu veux, tu vas passer pour un tocard parce que tous les autres ont les effets spéciaux en HD, quoi. Et donc, à un moment, il faut que ton film soit au moins à la hauteur des autres. Sinon, les gens vont se dire, c'est quoi ce réal qui fait des films tout flous, tu vois, puisque maintenant, la norme est à la HD. Et donc Cameron aurait plié là-dessus et aurait validé donc ces deux masters. Celui de True Lies qui doit dater de 2001,
et celui de Abyss qui date de 2014, je crois. Et simplement là, en fait, donc l'étalonneur est encore en train d'essayer de refaire l'étalonnage pour Abyss, parce que je crois que comme je sais pas si tu as vu l'étalonnage d'Abyss, mais en HD, mais il est un peu vert, si tu veux, il y a un peu. Non, je l'ai pas vu. C'est un peu, voilà, il y a des retouches à faire, c'est pas parfait, quoi. Et ouais, donc ouais, voilà. Enfin, moi je trouve c'est un peu décevant, mais je pense globalement. Souvent les fans m'en parlent, ils ont l'impression d'être délaissés par Cameron depuis quelques années. Et surtout complètement. depuis En fait, David, en quelque sorte, tu es en train de me dire à demi-mot que Cameron est en train de renier son travail, quoi, alors que c'est en plus des films qui sont adorés par ses spectateurs. En tant que fan, en tant que spectateur, en tant qu'amateur de Cameron, moi je me sens un tout petit peu trahi en fait par ce que tu es en train de me raconter. Ouais, mais c'est le cas, mais c'est mon cas aussi, et tu l'as vu quand il y a eu la bande-annonce de Terminator Dark Fate qui est arrivée. Et j'ai regardé la bande-annonce en direct, elle était en streaming, et je me suis dit, mais c'est quoi cette merde, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que, en fait, toi, tu penses que, du coup, Dark Fate, c'est essentiellement Cameron, ou alors, justement, c'est plus le réalisateur? Non, c'est un film qui est vraiment chapeauté par lui, et qu'il y croyait vraiment, moi, je pense, et en fait, quand j'ai vu le résultat, où c'est Marvel, en gros, quoi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu te rappelles, il y a une émission qui est sur YouTube, de 50 minutes, où ils nous vendent un film incroyable, le film dont on rêve, quoi. Ouais. Et c'est pas du tout ça. Et donc j'ai fait un post Facebook en disant que j'arrêtais de faire de la promo pour Dark Fate. Pour Dark Fate sur la page Facebook donc du livre James Cameron. Et en fait, j'ai vu des commentaires du type s'il lui abandonne, alors c'est vraiment fini. D'accord. Et effectivement, mais moi je crois que le truc c'est que quand t'es fan, faut aussi avoir la perspective à un moment de dire comme l'ont fait les fans de George Lucas. Faut avoir la perspective de dire non, là le gars il déconne, quoi. Parce que on n'est pas à l'abri, si tu veux, en tant qu'artiste, t'es pas à l'abri. Il y a beaucoup de grands, hein, je pense par exemple à Tim Burton, par exemple, hein, qui ont établi un changement radical dans leur filmographie. Et c'est vrai que c'est un peu triste là ce que tu nous annonces, mais tu sais, dans les médias, on entendait beaucoup justement le fait que Cameron disait que si Dark Fate était raté, c'était justement à cause du réal. Le réal, lui, disait que si c'était raté, c'était à cause de Cameron. Donc on savait pas trop sur quel pied danser à ce niveau-là. C'est vrai que le fait d'apprendre que c'est essentiellement Cameron qui a chapeauté le truc. C'est surprenant. Ouais, non, ils sont battus. Le truc, c'est que Cameron, ils ont fait un atelier d'écriture avec les scénaristes qui sont crédités, dont le scénariste de Blade, etc. quoi. Et en fait, de Batman Begins, tout ça, quoi. Et en fait, ils se connectaient avec Cameron régulièrement sur Skype, et Cameron disait ça non, ça non, ça non. Et en fait, toutes les idées que les gens n'aiment pas, c'est Cameron qui les a eues. C'est Cameron qui a eu l'idée de tuer John Connor au début. Alors c'est vrai que Connor avait tellement été exploité dans les films précédents, à un moment il se retrouvait un peu coincé, donc effectivement ça pouvait être une idée. Mais en fait, justement en faisant ça, il se renie, comme tu dis, il se renie lui-même, puisque pendant des années il cassait Alien 3, tout en respectant Fincher, qui est un grand réal. Mais il cassait Alien 3 en disant que c'est une mauvaise décision de tuer Newt et X dès le début. Et il fait exactement ça dans la suite. Il fait la même chose. Ouais. Et c'est complètement fou. Et moi, je pense que quand j'ai vu là, donc il y a une vidéo qui a été postée le même jour de la bande-annonce, où Cameron pendant 15 minutes a interviewé. Apparemment, c'est l'interview entière, qui est ensuite découpée dans les promos. Et en fait, cette vidéo a disparu tout de suite. Bon, quelques gens l'ont sauvegardée. Et en fait, tu vois la vidéo. Moi, je sens un espèce de cynisme. Je sens un mec qui n'est pas le mec que j'ai connu, même à qui j'ai parlé. Bon, ça commence à dater. La dernière fois, c'était 2014, je crois, ou 2013 ou 2014 par Skype. Mais je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas le même mec, quoi. Parce qu'à un moment, en fait, lui, il part. Si tu veux, le gars pose une première question. Cameron parle pendant 12 minutes. Puis à la fin, il lui dit, c'est bon, je t'ai tout dit. T'as rien à ajouter. T'as une autre question. Et le mec fait une dernière question, et puis Cameron il fait ok, salut, tu vois, et puis il se lève, il s'en va. Je crois que c'est pour ça que ça a été retiré, puisque c'est le rush en entier de l'interview, et pas un montage, quoi. Et en fait, j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça doublé au fait de voir la bande-annonce de Dark Fate où c'est du Marvel, quoi. Enfin voilà, j'ai rien contre Marvel, j'aime certains Marvel. Simplement maintenant que je suis très lassé du CGI. Mais du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est, enfin moi ça me fait flipper dans le sens où il y a Avatar 2 qui est constamment repoussé. On est en droit de se dire que du coup, si le réalisateur a changé, peut-être qu'on n'aura pas la qualité tant attendue pour ces suites. Non, je pense techniquement
techniquement, on va être par terre, à mon avis. Ce que j'ai peur, c'est qu'au niveau du scénario, parce que là, cette fois, c'est la première fois où il a pris des co-scénaristes pour écrire. C'est la première fois que ça lui arrive. Dans le passé, ça lui arrivait de prendre des scénaristes pour, comme c'est bon, je sais même pas si je l'ai dit dans le livre, mais dans le cas de Titanic, par exemple, il a pris un couple assez connu. Je crois que c'est ceux qui avaient écrit qui avait écrit Howard the Duck pour George Lucas, qui avait écrit American Graffiti aussi. C'est un couple donc qui sont assez à l'aise dans la comédie. Je suis pas sûr que c'est eux, mais je pense. Et en fait, il leur a fait réécrire toutes les jokes du film. C'est-à-dire qu'ils ont écrit tous les dialogues du film et il a gardé un dialogue. Tu vois dans le film qui est très drôle d'ailleurs, mais il a payé des gens et tout. Parce que c'est quelqu'un de très droit, donc tu vois, si t'es embauché pour coécrire un truc et qu'il garde qu'une ligne, tu gardes ton salaire, hein, tu vois, c'est pas un problème ça en fait. Et donc ça lui arrivait, si tu veux, de prendre des idées ou une ligne de dialogue à quelqu'un, mais jamais il prenait quelqu'un en lui disant voici 20 pages, je vais écrire le film. Et puis moi j'écris derrière, tu vois, c'est pas le même système, si tu veux. Tu penses qu'il est moins impliqué, qu'il est plus, peut-être qu'il a réussi à prouver ce qu'il voulait se prouver et que du coup maintenant il est un peu plus milliardaire tout simplement. Non, ouais. Il y a ça aussi peut-être parce que ouais, il y a ça, il y a le fait, je pense moi en fait qu'il est comment dire, c'est-à-dire qu'en fait je pense que le cinéma l'intéresse plus. Je pense que la technologie intéresse. Il y a Bill Paxton qui a dit un truc avant de mourir. Bill Paxton a dit un truc qui m'a marqué. Il a dit pourquoi faire un livre sur James Cameron, il en a rien à foutre du cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est l'exploration. Tu vois, tu veux dire l'exploration sous-marine, par exemple? Oui, enfin l'exploration même, descendre sous-marine ou la scientifique, etc., etc. Mon sentiment est, si tu veux, qu'il s'est impliqué dans les suites. Et que c'est devenu un espèce de laboratoire dans lequel si tu veux, il a pris de l'argent qu'il a investi sous prétexte que les technologies pouvaient servir dans les suites, qu'il a investi dans des trucs d'exploration. Et je pense qu'en fait le cinéma là-dedans est complètement Attends, David, tu es en train de dire qu'en gros on lui a filé de la thune pour pouvoir réaliser Avatar 3 et 4 et 5, etc. Et que cet argent il l'a dépensé dans autre chose en fait? Non, il l'a dépensé dans une technologie qui lui sert aussi. Ah d'accord, qui lui sert aussi pour ses projets personnels. Qui lui sert aussi pour les projets, oui. Enfin, qui lui sert. Mais moi, ce que je pense, la priorité était pour les projets d'exploration et pas pour les films. D'accord. Et tu le sens bien, parce que t'as ce truc quand même où il prend des co-scénaristes, donc il n'écrit pas lui-même. C'est la première fois, parce que comme je te disais, même s'il se fait aider. C'est quand même lui qui signe les scénarios jusqu'à présent, toujours. Ouais. Et puis j'ai l'impression en fait qu'il n'y a rien de neuf. Bon, on va sous la mer et d'accord, on peut aller peut-être dans l'espace, je sais pas, etc. quoi. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du récit, il n'y a rien de neuf comparé au premier film. Quand tu dis au niveau du récit, c'est-à-dire que toi tu connais un petit peu ce qui se passe dans le film? Non, moi je te parle de ce qu'on voit. Hein. Je te parle de la communication qu'ils ont. D'accord. Il y a un autre truc aussi. Ouais, c'est que je trouve ça se Disneyfie très grandement parce qu'il y a énormément de gamins à l'intérieur des suites. Ouais. Alors je savais moi qu'il y aurait. D'ailleurs, quand les gens me posaient la question après Avatar en me disant ça va être quoi Avatar 2, je leur disais il y aura un enfant dedans. Ce que je pense, c'est que Cameron ayant plusieurs enfants maintenant, j'ai l'impression moi en fait qu'il y a un ramollissement, si tu veux, tu vois, de nous ce qu'on aime, en tout cas bon je parle pour moi, mais je pense aussi pour une majorité des fans, ce qu'on aime c'est le cinéaste cyberpunk hardcore, si tu veux, qui fait des films qui sont tellement un tel impact dans la rétine et dans les tympans qu'on sort secoué, si tu veux, de la salle, en disant waouh, on a vécu, waouh, quel film quoi. Et c'est ça qu'on aime chez lui. Et Avatar était encore dans cet esprit, parce que Avatar, faut savoir, a été créé avant Titanic. Donc même s'il a réécrit le film, les 140, 180 pages du traitement originel sont quasiment intactes. Le film a été simplifié, mais c'est quasiment le même film. Donc on est dans un film, si tu veux, des années 90, fait en 2009. Et par contre, à l'époque, il n'avait pas envisagé. Et là, maintenant, on est dans des films du 21e siècle pur,
fait post les Marvel, parce que les Marvel étaient encore au moment où Avatar est sorti, il y avait juste Iron Man qui était sorti, on n'avait pas eu cette renaissance, ce boom, si tu veux, de Marvel, il n'y avait pas eu X-Men First Class encore qui arrivait après, etc. C'est-à-dire que les Marvel existaient, mais n'étaient pas le genre dominant. Si tu veux. C'était un genre regardé un peu à part, quoi. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui c'est plus que ça. On ne sait pas encore ce que va être le cinéma post-Covid. Moi, j'ai le sentiment en fait que, on le voit déjà dans Tenet, le sentiment c'est que les gens ont envie de revenir au réel. Les gens ont envie de voir des cascades en vrai et tout, quoi. Or Cameron s'est fait le champion, et c'est un peu de sa faute aussi, je le dis dans le livre, c'est un peu de sa faute si le cinéma est entièrement peinturluré de CGI dans tous les sens. Parce que c'est lui qui a déclenché ça avec Abyss, légèrement, il a testé ça avec Abyss, et il l'a déclenché avec Terminator 2, quoi. Et moi j'adore évidemment Terminator 2, mais c'est un film sur lequel j'ai un rapport un peu ambivalent aujourd'hui, à cause justement du fait que je me dis je suis en train de regarder le cinéma en train de mourir finalement. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs c'est la lutte du film, ce qui est intéressant c'est que finalement t'as Arnold Schwarzenegger qui est le cyborg pratique réel, si tu veux, quoi, et qui se bat contre une créature virtuelle. Bon, elle est pas à 100% virtuelle parce que il y a beaucoup d'effets pratiques. C'est complètement bêta en fait. Film. Mais t'as quand même 6 minutes de CGI incroyable dedans. Et ce film T2 est assez intéressant justement parce que tu as ce duel là justement. Et en fait tu vois le cinéma qui est en train de se bagarrer justement entre le cinéma du passé et le cinéma du futur. Mais j'ai le sentiment peut-être moi en fait que c'est un peu passé, et j'ai peur que les avatars qui sont largement majoritairement CGI, j'ai peur que ça arrive un peu tard, d'autant plus que ça fait quoi maintenant, plus de 10 ans maintenant que le premier film est sorti, et contrairement à Terminator 2, ce film n'a pas grandi n'a pas été iconisé, si tu veux, quoi. C'est-à-dire que Avatar n'a pas acquis la stature dans l'exploitation vidéo, etc. Avatar n'est pas un film qui a acquis la stature que Terminator avait acquis avec la VHS après la sortie du premier Terminator. C'est-à-dire que Terminator était vraiment un film que tout le monde attendait. Et les gens avaient très peur, j'en parle dans le livre d'ailleurs, que quand on a compris que Arnold serait le héros dans le film, les gens étaient très inquiets, parce que les gens avaient peur d'une trahison, si tu veux, et en fait le film est à la hauteur de toutes les attentes de ce côté-là, même avec ce twist justement, en fait ce twist que je trouve génial mais qui ne pouvait marcher qu'une fois. Et je trouve moi en fait que là de ce qu'on voit d'Avatar, je vois rien, je vois encore des super créatures, enfin c'est magnifique, hein. C'est des romans de SF visualisés à l'écran, donc c'est fantastique. Mais ça raconte quoi? On va avoir Quaritch encore, on va encore avoir, ce que j'ai compris, on va encore avoir un personnage qui est plus jeune cette fois, qui est à la fois humain et à la fois dans un avatar, puisque ça continue à s'appeler Avatar. Et comment dire, le héros du premier film, lui est bloqué dans son avatar finalement, en fait, quoi. Et donc en fait il faut que tu aies d'autres personnages qui sont humains et avatars à la fois, etc., quoi. Donc j'ai le sentiment que le premier était comme un test, et que finalement là il va nous faire une mini-série en 4 films, et que c'est plus du matériel qui irait sur Disney+. Pour moi, bon évidemment il faut le voir en grand écran, quoi. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'écriture, etc., on va plus être dans ce principe un peu voilà, quoi, parce que tu vois bien, on n'a pas eu de bande-annonce teaser. C'est pas très rassurant ce que tu es en train de nous dire. Et d'ailleurs, justement, le fait que le film soit sans cesse décalé comme ça, alors là, bien évidemment, il y a le Covid, donc ça aide pas les choses, mais il est sans cesse repoussé. On a l'impression presque que c'est un projet qui est avorté avant même qu'il naisse, quoi, en fait. Donc, est-ce que réellement il y a vraiment de la matière? Ça en est où? Est-ce que tu as des infos, toi, par rapport à ça? Est-ce qu'il va vraiment paraître en 2021 maintenant? J'espère. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un chantier assez incroyable, puisque c'est $1 milliard, c'est 250 millions par film, pour 4 films. Au départ, il voulait faire juste 2 films. Au départ, il ne devait avoir que 2 avatars, en plus, qu'il faisait une trilogie. Et puis, il prend l'argent, puis finalement, il dit non, j'ai besoin de plus d'argent, je vais en faire 3. Bon, donc on lui file l'argent pour 3, et finalement, il dit en fait, le 3, le 3 est tellement énorme, il faut que ça soit comme Harry Potter, le dernier film. Il faut qu'on coupe en 2, donc on va en faire 4. Donc donnez-moi encore plus d'argent. Et en fait,
j'ai vraiment ce sentiment, juste en regardant la timeline, les infos sont sur Internet, j'ai vraiment ce sentiment en fait que c'est le gars qui construit un chantier qui est tellement démesuré qu'il faut qu'il continue à le financer et que la seule contrepartie qu'il peut donner pour avoir plus de financement, c'est les suites. C'est dire je fais des films en plus. Ah ouais. Et le truc est que tu arrives à un point, ce que j'espère, hein, moi j'espère que parce que ça arrive, tu sais, on a le cas pour Les Portes du Paradis, ça arrive que des cinéastes dépassent, perdent la boule, si tu veux, mettent une journée entière pour faire un plan de 2 secondes, tu vois. Et donc perdent des jours, et puis les films se retrouvent dans des gros problèmes de financement. Et imagine multiplié par 4 films, parce qu'on sait qu'il a toujours eu des problèmes de financement hein, sur ses films. Rappelle-toi, je le dis dans le livre, bien sûr. Il a pris son salaire dans Terminator pour terminer Terminator. Sur Aliens, non, ça s'était bien passé, mais sur Abyss, ça avait dépassé. Hein. De toute façon, le film a perdu un mois et demi d'exploitation en sortant en août trop tard, ce qui explique aussi en grande partie qu'il a fait moins d'entrées. C'est dit dans le livre aussi. Terminator 2, tu as quand même les producteurs qui sont allés voir Arnold en disant il faut qu'Arnold, que vous expliquiez, parce qu'il ne veut pas nous écouter, il faut que vous expliquiez à Cameron que là il n'y a plus d'argent, c'est fini. Donc ce qu'il filme là c'est fini. Après il se démerde avec ce qu'il a, quoi. Et donc c'est un gars que quand il a investi dans un truc, dans un chantier, hein, parce que moi j'appelle ça des chantiers, bien sûr. et ce qui donne des films, mais c'est vraiment littéralement des chantiers. Titanic est un chantier, et Titanic, on se souvient bien de l'histoire aussi, où il a réussi à avoir de l'argent en plus pour finir le film, argumentant évidemment. Et donc moi, le sentiment que j'ai est qu'il l'a fait aussi pour Avatar, et qu'il le refait pour 4 films multipliés par 4. Mon sentiment en fait, c'est qu'il refait le même schéma, et qu'ils espèrent, parce que c'est le plus grand succès, bon ça l'était jusqu'à récemment, c'était le plus grand succès de l'histoire du cinéma, et je pense que Disney, maintenant c'est Disney, espère avoir de quoi recouper. À mon avis, ils vont pouvoir recouper. Maintenant, est-ce que ça va battre le score du premier Avatar? Moi je ne pense pas. Et ce qui est surprenant, pour Avatar, il y avait le petit truc en plus, excuse-moi de te couper David, mais il y avait ce petit truc en plus de la 3D qui vraiment faisait déplacer les foules parce que c'était complètement révolutionnaire au cinéma. Donc, sachant qu'il n'y aura pas ce côté justement révolutionnaire. Ce côté wow, en fait. Ouais, exactement, ce côté wow. C'est vrai que tous les films 3D après ont un peu démoli ça, en fait, si tu veux, ont un peu rendu ça accoutumé, quoi. Mais ouais, tu vois, moi, je me souviens, j'avais eu la discussion avec Jon Landau, le producteur de Avatar et de Titanic. Et donc, quand je discute avec lui, donc c'était avant la sortie d'Avatar, donc je lui explique que j'avais écrit que Titanic, 6 mois avant que Titanic sorte, j'ai écrit que Titanic recouperait son budget, et j'ai écrit dans SFX, le magazine, et serait oscarisé, serait même multi-oscarisé. Et j'ai reçu, ça m'a valu des lettres, à l'époque, hein, il n'y avait pas les emails encore. Et même si Internet existait déjà, ça m'avait eu des lettres d'insultes. J'avais des lettres carrément, il faudrait que je retrouve cette lettre qui est fantastique où un gars m'explique que Titanic ne peut pas battre Star Wars. Ce qui est très drôle parce que c'est ce qui est arrivé, quoi. Et le gars explique ça sur 4 pages dactylographiées recto verso. Tu vois, en m'expliquant que je suis trop fan et que je suis pas un journaliste, etc. C'est fantastique. Et donc, je parle avec Jon Landau avant la sortie, et Landau était très inquiet avant la sortie de Avatar, et je lui dis ça va battre Titanic. Et lui me regarde, il me dit mais non, mais t'es fou David, quoi. C'est impossible. Et je le revois un an après la sortie de Avatar. Et je lui dis alors et il a regardé par terre et il m'a dit oui, t'avais raison. C'est bon, t'as raison. Et sauf que le truc, alors je te disais ça, c'est que le truc est que là, maintenant, je ne pense pas, moi, que Avatar 2 va battre le score d'Avatar. D'accord. Je pense que ça atteindra le milliard, sans doute, ce qui sera un gros succès. Quelque part, c'est un petit pronostic que tu es en train de nous faire, là. Non, c'est ce que je ressens. Et moi, je dis toujours, enfin, c'est vrai que on peut dire que c'est des pronostics, mais je ressentais en ayant vu, j'avais juste vu 4 ou 5 minutes de Titanic, je sentais que ça allait être un film immense, quoi. J'avais vu Avatar, 30 ou 40 minutes, au moment où j'ai dit ça à Lando, et je savais. Et là, en fait, et je sens bien, parce que auprès de tous mes amis qui sont fans de longue date, pour la plupart, de Cameron, la plupart n'appréhendent pas vraiment, n'attendent pas
les avatars. Ouais, ça fait un peu peur. Ils sont fatigués, on est tous fatigués. C'est un peu comme dit l'héroïne de Titanic Rose. Enfin, non, c'est pas elle qui dit ça dans le film. Ça fait 84 ans. C'est elle qui dit ça. Et ce que dit le gars sur le bateau, là, il dit We waited too long. C'est quand il récupère les cadavres. Ouais, en fait. Et moi, j'ai peur en fait que cette image-là, où ils ont attendu trop longtemps et puis les gens sont frigorifiés ou morts, je comprends. Et j'ai peur en fait que par rapport aux fans de Cameron, j'ai peur qu'on en soit là. On peut dire dans cette discussion qu'on a là qu'il se lucasifie un peu, entre guillemets. Hein, mais tu peux lire cette critique un peu partout sur les forums. Où des gens reprochent à Cameron de prendre le côté Lucas, alors que lui-même disait il y a une limite, on ne peut pas retoucher. Je comprends. Pendant des années, il a dit c'est un terrain glissant, on ne peut pas aller trop loin. Si vraiment tu as un filin, ce genre de choses, bon, tu l'enlèves, ça se verra pas. Quoi. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans la façon avec laquelle il a remasterisé Terminator 2, justement pour le 4K, hein, avec l'utilisation du DNR qui a énormément lissé un petit peu tous les contours. Enfin, les gens regrettent un petit peu. On ne sait pas qui a pris cette décision. Ah d'accord, je pensais que c'était lui qui avait supervisé. Lui assume qu'il a tout supervisé et tout, mais apparemment en fait ça aurait hurlé dans les locaux de Lightstorm. D'accord. En voyant le Master 4K, Master 4K n'a pas plus de résolution qu'en 2K. C'est fou qu'il supervise, mais qu'il soit pas content du résultat quand même. Je crois qu'en fait, s'il est occupé s'il fait 25 trucs en même temps, tu vois, à un moment, le mec peut pas se cloner. Et tu vois, il faut déléguer. Le truc, c'est qu'il sait pas déléguer. Hein. Tu vois, t'as Geoff Burdick, donc, qui est un peu l'assistant de Cameron aujourd'hui. Et Geoff Burdick, je sais pas si tu te souviens, mais dans Terminator 2, pardon, dans la séquence où John Connor joue au jeu là dans la galerie commerciale, t'as un mec qui dit au T-1000, c'est lui, je l'ai vu là-bas en fait, le gamin. En fait, ce mec c'est Geoff Burdick qui est le vice-président de Lightstorm. D'accord. Aujourd'hui et qui était très jeune à l'époque et Geoff donc en fait pour moi devrait être délégué, c'est-à-dire que depuis des années on aurait dû avoir un Blu-ray spécial édition de True Lies et un Blu-ray spécial édition de Abyss et les mêmes en 4K. On aurait même dû avoir Aliens en 4K ou Titanic en 4K. Bien sûr, évidemment, oui. On les a pas, alors qu'ils ont été remasterisés et c'est sorti en salle. Titanic est ressorti en salle avec un nouveau mixage en plus en 4K. Donc je ne comprends pas en fait. Alors effectivement on a cette discussion là dans ce contexte 2020. Peut-être qu'on peut être surpris et que ça, ça peut peut-être évoluer effectivement. Espérons que ça évolue. Quand Avatar arrive, il corrige tout et qu'il recentre. Et s'il fait pas tout, en tout cas, il y a 2-3 actions d'éclat qui sont faites, quoi. Mais là, moi, j'ai rien vu depuis le dernier truc génial qu'il a fait. Pour moi, c'est le remaster de Titanic en 3D, que j'ai vu en salle, j'étais cloué par terre. J'ai ressenti la même chose et tout. Et pour moi, j'étais pas du tout gêné par la conversion et je trouve que en plus il est open mat sur le Blu-ray donc tu as plus d'images donc c'est magnifique. Par contre donc depuis ça en fait il a rien fait, il a juste il a été très occupé évidemment mais je veux dire il a rien sorti, il a juste décalé Avatar tout le temps. Je comprends. Il y a eu Terminator 2 3D qui était un peu décevant donc au niveau du 4K. Au niveau du remastering, en tout cas, c'est pas la version ultime. T'as eu Terminator Dark Fate, qui est on sait ce que les gens en ont pensé. Et encore une fois, pareil, quand j'avais dit avant que le film sorte, j'avais dit moi ça m'intéressait pas, etc. Toutes les réactions des youtubeurs comme toi l'ont confirmé. Quoi. T'as peut-être un youtubeur perdu au milieu de YouTube qui trouve ça super. Mais globalement, en fait, c'était une avalanche de critiques. Bien sûr. Quand tu tapes Terminator Dark Fate Review, tu rigoles en regardant les vignettes que les mecs ont fait. C'est génial. Bon, je te propose, David, qu'on tourne un petit peu la page Avatar. Tu as eu des contacts avec Bill Paxton et également avec Arnold Schwarzenegger. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur les relations que tu avais avec eux et surtout ce qu'ils ont pu éventuellement te raconter? Les anecdotes sont un peu du domaine du personnel, mais il y a un truc qui m'a vraiment touché. C'est, comme tu le sais, Arnold a été opéré du cœur il y a 2 ou 3 ans maintenant, avant le tournage de Terminator Dark Fate. Et on a appris ça tous sur Internet. Tout à coup, Arnold est sur le billard, etc. quoi. Et donc, vu que moi je suis en contact, j'ai fait un mail tout de suite. Alors, à savoir que Arnold, en fait, c'est pas lui c'est-à-dire qu'il a un téléphone, mais c'est pas lui qui balance les trucs. C'est un mec qui est son assistant, et ce mec a en charge le téléphone d'Arnold. Et donc, c'est le mec qui répond
Tu vois, Arnold lui dit, ouais, dis-lui ça, dis-lui ci, dis-lui ça, et le mec fait prendre la place, si tu veux, quoi. Arnold, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'entends ça, bon, immédiatement, je fais un mail, et j'étais dans les locaux de Première à ce moment-là, où on m'annonce à Première, tu as vu, Arnold est sur le billard. Je dis, ah merde, donc je prends mon téléphone et je lui fais un mail, et je reçois 15 minutes après une réponse, il me dit, il vient de sortir du coma, tout va très bien, merci. Tu vois, et en fait, donc tout le monde était stupéfait dans la rédaction à Première, parce que tu t'attends pas à ce que un journaliste, enfin, ce que le gars réponde à un journaliste. Mais en fait, le truc c'est pas quelque chose qui en dit long sur ma relation, les contacts que j'ai. C'est quelque chose qui en dit long sur ce que sont ces personnes, en fait. Voilà. Et je crois que dans le cas d'Arnold, il n'a pas eu du succès par hasard. C'est vraiment quelqu'un qui prend pas les gens de haut, qui est optimiste tout le temps. Si tu veux, ce truc que ça me fait penser beaucoup avec Arnold, c'est que imagine que sa maison a dévasté comme c'est arrivé au Liban et qu'il y a une explosion. Le gars sera en train de te dire, de toute façon, j'aimais pas la couleur de la tapisserie de la salle à manger et j'aimais pas la manière dont donc ça tombe bien, quoi. La villa a été agencée, donc c'est pas grave, on va la refaire, allez, on reconstruit tout, c'est super. D'accord. Il voit toujours le côté Arnold positif des choses. À ce truc qui lui permet de passer les décades et tout, même à travers les maladies, etc. C'est un gars, c'est un vrai battant, quoi. Et donc ouais, on dépeint souvent sur Internet, tu vois, on dépeint souvent les gens à Hollywood comme des gens horribles, qui se poignardent dans le dos et tout, des violeurs, etc., quoi. Et effectivement, il y a des gens comme ça. Hein. C'est un milieu de requins, quoi. Mais tu as des gens qui sont super droits, qui sont super justes, comme Arnold, et surtout qui sont très terre à terre. Ce qu'ils aiment surtout, je crois que c'est le cas de Cameron aussi, ils aiment être traités comme des humains eux-mêmes, c'est-à-dire d'égal à égal. C'est-à-dire que si tu arrives en les vénérant pour tout ce qu'ils ont fait, même s'ils sont impressionnants, parce que tu rencontres Arnold, j'ai rencontré une fois, et c'est vrai que tu vois, le mec, la stature et tout, et puis tu as tout le bagage de tous les films qui s'entrechoquent dans ta tête quand tu le vois, quoi. Donc c'est pas évident pour tout le monde de traiter le gars comme n'importe qui, en fait. Or, ils adorent ça. Et moi, j'ai eu l'expérience parce que je viens du rock'n'roll et je connais certaines stars du rock. Et avec les stars, j'ai toujours été comme ça, et c'est comme ça que j'ai réussi à tisser des vrais liens, tu vois. Bon, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas là, hein, tu vois. Mais du coup, en fait, ouais, quand j'approche les gens, quand je fais des interviews, tu le vois dans les premières classiques, voilà, j'ai toujours ce côté. Évidemment, d'égal à égal. Tu dois être à ta place, évidemment, mais j'ai toujours ce côté très terre à terre. Et tu parlais tout à l'heure justement de Stallone, en disant qu'il avait un petit peu bouffé le film justement Rambo 2, parce que sûrement il a eu une période où il a pris un petit peu la grosse tête. Est-ce que Schwarzenegger est passé par ça aussi? Est-ce qu'il a eu ce stade où il a pu un peu nuire justement à certains longs métrages? Ou est-ce qu'il est toujours resté la tête sur les épaules, quoi, j'ai envie de dire? Ouais, tu vois, non, absolument pas. Je pense que Stallone a ce truc, il fait les Rocky qui sont des films autobiographiques, en fait. Il transpose au personnage de Rocky ce qui lui arrive. Donc dans Rocky 2, par exemple, il est connu, il signe des autographes, tout ça. Dans Rocky 3, il est tellement connu qu'il perd pied, il faut qu'il retrouve l'œil du tigre, donc il faut qu'il retrouve ce qu'il était quand il crevait la dalle et en écrivant le premier Rocky. En fait, si tu veux, il y a Stallone donc a eu ce passage pétage de plomb superstar dans les années 80. Et dont il est revenu, et c'est pour ça que Stallone qui pour moi en plus d'être un bon acteur est un incroyable metteur en scène. Bien sûr. J'adore moi. Alors c'est vrai que il a pas fait de grands films, mais j'adore John Rambo, donc le quatrième. J'adore Rocky 3. J'adore ce principe des arrêts sur image, etc. Personne n'a vraiment regardé Stallone en tant que réal, sauf peut-être Robert Rodriguez quand il a fait une émission sur lui, qui est de Directors. Et c'est ça, j'avais trouvé ça intéressant que Rodriguez dit, voilà, on amène Stallone, bon, ok, c'est un acteur, il est super connu, Rocky, Rambo, tout ça, Expendables, mais avant tout, c'est un cinéaste, quoi. Et c'est vrai que Arnold, donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que Arnold n'a pas eu ça. Il s'est essayé à être cinéaste. Les cinéastes ont tendance à prendre la grosse tête. Hein, c'est un truc qui vient avec le fait de diriger des équipes de 100, 200 personnes, etc., etc.
ce que Stallone a fait, ce qui n'est pas le cas d'Arnold, parce qu'Arnold s'est essayé à la mise en scène sur un épisode de Tales from the Crypt, je crois. Les contes de la crypte. Et que sur les conseils de Cameron d'ailleurs. Et puis finalement il s'est dit non, c'est pas pour moi. Tu vois. Et donc Arnold a toujours eu ce truc d'ambition démesurée et puis d'humilité en même temps. Je me souviens de cette anecdote où il disait, dans les années 60, il disait à sa première copine donc, qu'il avait aux USA, avec qui il vivait, il disait un jour je serai gouverneur de Californie. et donc c'est en 67, un truc comme ça, hein, tu vois. Et la nana se dit, la nana s'est dit, mais ce mec est complètement fou. Tu sais s'il est toujours en lien avec Cameron? Ah oui, bien sûr, ouais, ils sont potes, ils sortent régulièrement faire de la moto en Harley, si tu veux, dans les rues à la LA, etc., quoi. Donc oui, non, c'est des gars qui sont restés proches, hein. Parce que les liens qu'ils ont tissés, c'est indéfectible, hein, tu vois. Bah, je raconte ça dans le livre, hein. Arnold a déjà beaucoup de succès quand il rencontre Cameron, et Cameron l'amène encore plus loin, hein. Donc Arnold va être reconnaissant à vie à ce mec-là, quoi. D'accord. Alors justement, en parlant de livres, est-ce que tu prévois, toi, éventuellement une nouvelle sortie sur le personnage Cameron, suite justement à tout ce que tu es en train de me raconter là, et éventuellement peut-être avec la sortie d'Avatar 2, tu prévois un nouveau bouquin? Non, en fait, on se disait avec l'éditeur, est-ce qu'on réédite le livre une fois Avatar 2 sorti, mais vu qu'il va y avoir 4 avatars, on va pas rééditer en augmenter tous les 2 ans le livre. Bah sinon tu vas sortir en 2030 de toute façon. Ça nous amène loin. Après, moi ce que j'aime dans le livre, c'est que le livre se termine sur une note très optimiste, hein. Tu vois, le livre dit, voilà, le mec il a tracé une route, il a révolutionné le cinéma, et là, le futur est devant nous, si tu veux, quoi. Donc il se termine sur une note comme ça qui est incertaine, et j'aimerais moi que ça reste là-dessus, parce que ça serait dommage, je trouve, de briser, parce que vraiment ce livre chronique, c'est un quart de siècle quasiment de passion que j'ai eu en fait donc pour ce cinéaste. Je suis encore toujours aussi passionné, mais voilà, c'est au film maintenant, comme pour tous les fans, hein, qui sont comme moi et qui ont connu Cameron. C'est au prochain Avatar de nous convaincre. Je crois que c'est le vrai défi des prochains Avatars va être de reconquérir cette fanbase qui s'est dispersée et particulièrement qui a été explosée par Terminator Dark Fate. Et le Terminator 2, donc en Blu-ray, pas beau, quoi, tu vois, qui a une résolution de 720p. C'est un gars a fait l'essai, je crois, sur Internet, il a réduit le 4K en 720p et il l'a regonflé en 4K, il n'y a aucune différence. Donc en fait, je sais pas ce qu'a fait Studio Canal, quoi, mais c'est catastrophique. Et non, je pense que c'est bien de laisser le livre comme ça. J'ai envoyé un mail à Jon Landau, je lui ai dit, fais-nous un teaser trailer comme celui de Terminator 2, qui était sorti 1 an avant le film. Fais-nous un truc tellement hallucinant que tous les gens vont dire je veux voir le film. Que ça hype les gens. Mais je pense pas qu'on aura ça, je pense qu'on aura des bandes annonces comme on a eu. Il faut créer de l'engouement, sinon ça va se flopper, hein. Ouais, je pense qu'on aura des bandes annonces comme on a eu sur Tenet, où tu sais, ils mettent du bande annonce avec du rap. Et une chanson autotunée, et si tu veux, quoi, c'est irregardable. Enfin, je pense qu'on va avoir des bandes annonces comme ça. D'ailleurs, les bandes annonces d'Avatar n'étaient pas super, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de critiques autour. Tout est tellement contrôlé aujourd'hui que comment tu fais pour tu vois, pour créer une bande annonce qui correspond à un truc comme on faisait en 1990. Tu vois, alors que les mecs vont tester les bandes annonces sur des milliers de personnes avant de les sortir. Ils testent plusieurs versions de la même bande-annonce. Les gars doivent appuyer sur des boutons en disant « j'aime ce plan, j'aime pas ce plan ». Ils ne mettent que les plans où les gens appuient sur un bouton. Donc il y a une explosion, ils appuient sur un bouton. Tu vois le truc, quoi. C'est assez fou, quoi. Mais bon, on verra. Moi, je dis, voilà, le futur, on va suivre. Ce qui est certain, c'est que j'approche de manière très avec beaucoup de caution, si tu veux, je comprends. Les films à venir de Cameron. En même temps, voilà, si nous arrache tous la rétine, je dirais ok, super. Finalement, c'est le meilleur, quoi. C'est ce que je souhaite. Hein, c'est ce que je souhaite. Quoi. C'est ce qu'on espère tous. Ouais, franchement, c'est ce qu'on espère tous. Ouais. David, pour conclure, tu m'as dit que du coup, tu laissais tomber le journalisme et que tu te concentrais un peu plus sur la réalisation. En fait, j'ai quasiment arrêté là de faire le journalisme. Je fais juste quelques entretiens de temps en temps avec des réals pour Première Classique majoritairement. Et je suis passé à la réal, c'est un peu de la faute à Cameron, d'ailleurs tout ça, hein, parce que c'est lui qui m'a donné le bug, mais en fait au départ j'avais pas le bug de la réalisation, je voulais juste être scénariste. Et en fait les gens ne le savent pas, mais j'ai commencé à écrire tout de suite autour de Terminator 2,
c'est-à-dire aux alentours des années 91, tu vois, j'ai commencé à écrire des scénarios et j'avais vendu mon premier scénario qui était l'adaptation cinéma de Vidocq, la série télé avec Claude Brasseur. Mais ce scénario a été entièrement mis à la poubelle et réécrit en gardant juste quelques idées, et que c'est devenu le Vidocq qu'on connaît avec Pitof, dans lequel donc j'ai rien eu à voir. Ouais, je voulais pas être réal, et puis finalement en fait les producteurs m'ont poussé à être réalisateur à cause de mon style d'écriture qui est assez unique et de l'univers, si tu veux, quoi. Et donc du coup j'ai fait un court métrage avec Alexandre Brasseur qui est dispo, qui est sur internet et qui sort dans 10 jours là. Donc début septembre, qui sort en Blu-ray et DVD, en tirage très limité. D'accord. Et derrière ça, en fait, donc j'ai... On va mettre le lien dans la vidéo. Merci. Le lien aussi. Et derrière ça, en fait, j'ai un projet de film. En fait, j'ai ce projet de film historique que j'ai. En fait, j'ai des très gros réals qui sont intéressés de le faire. Donc pour l'instant, c'est en discussion, donc on verra bien ce qui va se passer là-dessus. En tout cas, le projet est tellement énorme que, si tu veux, les gens m'ont dit il faut filer ça à un réal... je parle réal anglo-saxon, et il faut filer ça à un réal, donc je parle liste A, tu vois, les A-list, comme on dit. Et par ailleurs, là, en fait, je suis en train d'écrire ce qui sera mon premier film, qui s'appelle Idéal, qui est un film, qui est un Dirty Harry féminin, donc qui se passe de nos jours, donc qui est un film, qui n'est pas un film historique, qui est un film moderne. Donc toi aussi, tu souhaites mettre en avant les personnages féminins essentiellement, du coup? Moi, en fait, non, je l'ai fait... comme ton idole. Je l'ai fait par accident, hein, quasiment. C'est que je me suis rendu compte, finalement, en fait, c'est tellement dans mon ADN, effectivement, que finalement, je suis plus à l'aise pour écrire des personnages féminins. Et mon film moderne, d'ailleurs, est majoritairement avec un casting féminin. Donc c'est juste naturellement, en fait, mais on réfléchit pas comme ça, parce que souvent, tu sais, comme dans le cas de Alien, le personnage de Ripley qui était un mec à la base, ils ont juste changé, ils n'ont pas changé les dialogues, ils ont juste changé le sexe du personnage. Moi, dans mon film historique, le personnage féminin, donc que tu verras dans le cours, qui est sur YouTube, le personnage féminin à l'origine c'était un mec, parce que le film a été créé avant le cours, en fait, voilà. Le cours s'appelle Rêve de fer et le film La Machine Infernale. Je te remercie énormément du coup pour tout ce que tu as apporté en termes d'informations. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Et puis, ma foi, j'espère que tes prédictions ne se réaliseront pas, du coup. J'espère aussi. On verra. Je pense que si ça arrive, je dirais, je vous l'avais bien dit. Hein. De toute façon, comme je dis toujours avec Cameron depuis les années 80. Donc. Tout à fait. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tu es aussi un spécialiste du support physique. Donc, je pense, si ça t'intéresse, qu'on se reverra sur la chaîne. Avec plaisir. Avec plaisir également pour moi. Et je viderai mon téléphone avant, comme ça on est tranquille. David, merci beaucoup. On dit au revoir aux gens. C'est moi, merci beaucoup, à bientôt, à tout le monde. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.